répéter à chaque fois. Donc la première des choses, avant de parler de la connectivité entre Java et le PostgreSQL, ou bien entre n'importe quel SGBD, donc premièrement, on avait parlé des SGBD. On a dit qu'il y a plusieurs SGBD, mais bien sûr, il faut faire un choix. Pour faire un choix, il faudrait évaluer, bien, il faut s'appuyer sur des critères. Donc les critères qu'on a pu évaluer, normalement pour comparer deux SGBD, ou bien si vous voulez utiliser un logiciel, quelle est la première des choses que vous allez vérifier? Si vous allez télécharger un logiciel sur le site, qu'est-ce que vous vérifiez? Ça peut être la version. Bon, généralement la version, par exemple, si vous voulez télécharger PostgreSQL, pour vous la version n'a pas d'influence sur le code. Donc vous allez télécharger peut-être non pas la dernière version, mais la dernière version qui est stable. Donc vous allez la télécharger. Mais à part la version, ça c'est valable pour tous les logiciels. Les logiciels d'édition, la première, ça continue. Donc, la première des choses à vérifier, c'est la gratuité. Donc, si on prend par exemple PostgreSQL avec Oracle, donc PostgreSQL il est gratuit. Oracle il est gratuit, mais pas dans son intégralité. Il y a des parties qui sont gratuites, mais des parties qui sont propriétaires. Il faut acquérir une licence pour les utiliser. Il y a également la taille des données qu'il peut gérer. Donc, également, on a dit que le PostgreSQL il permet de gérer des données qui sont très volumineuses, de l'ordre de plusieurs téraoctets. Bon, il y avait d'autres critères qu'on a pu évaluer et pour le choix, donc on avait dit qu'on va utiliser le PostgreSQL. Bon, d'ailleurs, on parle de PostgreSQL comme étant le premier concurrent de Oracle, donc PostgreSQL, donc ça nous arrange, donc on l'a utilisé. Maintenant, du côté de Java, donc la première des choses pour se connecter au SGBD, donc déjà, il faut lancer l'interface d'administration. Donc, si vous avez installé le PostgreSQL, l'interface d'administration, ça s'appelle pgadmin, donc PostgreAdministration. Ça dépend également de la version. Parfois, vous aurez une interface web, parfois, vous aurez une interface sous forme d'une application desktop. Donc, pour cette version, c'est une application web. Là, il va vous demander le mot de passe que vous avez spécifié durant l'installation. Bon, qu'est-ce que j'ai mis? Je pense 1, 2 jusqu'à 6. Voilà, 1, 2 jusqu'à 6. Donc, une fois que vous allez ouvrir l'interface d'administration de PostgreSQL, donc vous allez trouver tout un ensemble de bases de données. Pour la première fois, vous allez trouver juste une seule base de données qui est le PostgreS, c'est la base de données du système. Et toutes les autres bases de données, vous pouvez les créer. Par exemple, supposons qu'on veut créer une base. Cette base, on va l'appeler test GDBC. Et on va l'enregistrer. Donc, une fois, il va être enregistré, donc on va le trouver ici. Donc là, on est en train de créer la table, bon, la base, mais bien sûr, on vient de créer la table, la base pour la première fois. Il n'y a aucune table. Donc, si on essaie de voir au niveau des tables, il n'y a aucune table. Maintenant, si on veut créer une table qui va nous servir juste pour le test, pour administrer ou bien pour créer des bases, créer des tables, on a le choix. Soit on va utiliser l'interface graphique, create, on va choisir, bon, il faut travailler, il faut cliquer sur table, create table, et donc là, il va nous afficher l'interface pour qu'on puisse créer la table. Sinon, si on veut travailler avec du code, il suffit de cliquer toujours sur table. Là, il y a le query tool, ou bien l'outil des requêtes. Et bien sûr, il y a un langage universel pour tous les SGBD, c'est le SQL. Donc là, on peut par exemple créer une table. Bon, c'est create table. Prenons une table qui s'appelle étudiant, qui va contenir deux champs. Il y a le code comme étant un entier et c'est la clé primaire, primary key. Également, il y aurait le nom comme étant un texte. On peut même ajouter note nulle. Et donc là, on va valider l'exécution. Donc là, l'exécution s'est bien déroulée. Donc si on essaie de vérifier, de rafraîchir la table, on va trouver qu'il vient de créer une table qui s'appelle étudiant avec deux colonnes qui sont le code et le nom. Et donc là, on va essayer de retourner cette fois-ci du côté de Java pour voir comment établir la connexion depuis le Java vers cette base de données, vers cette table qu'on vient de créer pour la première fois. Donc, on va créer un simple projet, Java Application. Je vais l'appeler également test GDBC. Donc là, il va nous créer un projet classique avec source package dans lequel on va mettre des fichiers .java et librairie pour les bibliothèques. Donc la première des choses pour que vous puissiez établir la connexion entre le Java et entre le SGBD, donc il faut ajouter une bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est ce qu'on appelle le pilote. Donc le pilote GDBC, donc c'est lui qui permet de faire le lien entre le Java et le SGBD. Donc là, si vous travaillez avec PostgreSQL ou bien avec MySQL, le driver il est prédéfini dans le NetBeans. C'est pas la peine de le télécharger. Si vous allez travailler avec un autre SGBD, SQL Server par exemple, il faut chercher son pilote GDBC et il faudrait l'ajouter manuellement. Donc si vous voulez l'ajouter manuellement, donc c'est toujours un clic droit sur librairie
Mais au lieu de mettre ajouter librairie, vous allez plutôt mettre ajouter jar folder. Donc là, il suffit de vérifier dans votre ordinateur, donc récupérer le fichier .jar du pilote. Là, puisqu'on travaille avec le PostgreSQL, donc heureusement, il y a le driver qui est prédéfini. Donc là, il faut juste chercher le PostgreSQL GDBC driver et on va l'ajouter. En fin de compte, c'est quoi le driver? C'est un fichier .jar. C'est quoi un fichier .jar? C'est un ensemble de fichiers Java qui sont précompilés, des fichiers .class. Ça ressemble plus ou moins à un fichier .rar. Donc dans le fichier .rar, c'est un fichier archive dans lequel on peut mettre n'importe quel type de fichier. Et le fichier .jar, donc c'est un ensemble de bibliothèques, c'est un ensemble de classes qui sont précompilées. Et donc le driver, il se retrouve dans cette classe. Bon, je pense que vous n'arrivez pas à voir parce que la taille il est un peu réduite. Mais ce fichier, c'est driver.class. C'est ce fichier qu'on devrait charger pour qu'on puisse se connecter entre le Java et entre le SGBD. Là, je vais essayer de créer une simple classe. Je vais l'appeler gestion étudiant. Donc là, c'est une classe ordinaire, il n'y a rien de particulier. Donc là, à l'intérieur, on va créer le main. Et donc, là, on a du code Java. On a ajouté le pilote, mais il n'y a pas encore de connexion entre le Java et entre le SGBD. Donc la première des choses, pour établir cette connexion, il faudrait préparer le chemin. Il faut préparer le pont qui permettrait de connecter le Java avec le SGBD. Donc qui est-ce qui va essayer de le faire? Qui est le pont? Le pont, c'est ce fichier-là, c'est le driver.class. Donc la première étape, c'est de commencer par charger ce fichier. Donc class.forName, donc c'est l'instruction qui permet de charger un fichier .class. Maintenant, la question qui devrait être posée, quel est le nom de la classe qu'on cherche à charger? Donc c'est la classe driver.class. Sauf que là, on n'a pas besoin de mettre l'extension parce que c'est déjà class.forName. Donc on sait qu'on est en train de charger un fichier .class. Donc on va éliminer l'extension. Et la deuxième des choses, il va chercher est-ce qu'il y a une classe qui s'appelle driver.class. Mais il ne va pas le trouver parce que la classe driver.class, il se trouve dans le package org.postgresql. Donc là, il faudrait écrire le nom du package org.postgresql et c'est par la suite qu'on va mettre .driver. Bon, pourquoi il y a une erreur? Tout simplement, toutes les instructions que vous allez utiliser et qui permettent de manipuler une base de données, ce sont des instructions qui peuvent déclencher des exceptions. Et lorsqu'on dit une exception, donc il faudrait la traiter. Donc quel est le bloc qui permet de traiter les exceptions? C'est le try catch. Donc là, on va tout simplement ajouter un try catch. Et toutes les instructions, on va les mettre à l'intérieur du try catch. Et pour le traitement, donc il suffit de mettre un print stack trace qui permettrait d'afficher la trace de l'exception sur la console. Bon, je vais ajouter un commentaire, comme ça c'est pour charger le pilote JDBC. Et par la suite, une fois on a chargé le pilote, on peut établir la connexion. Maintenant, on a préparé le chemin, mais on n'a pas encore configuré le chemin. C'est-à-dire, on a préparé, on a dit au programme, on lui a demandé de charger la classe, de charger le pilote, afin de pouvoir établir une connexion. Donc, pour se connecter, on aurait besoin de 3 informations. Il y a l'URL, il y a l'utilisateur, les informations d'authentification, et il y aurait dernièrement, donc il y a le password. C'est le password que vous avez spécifié durant l'installation. Bon, dans mon cas, c'est 1 jusqu'à 6. Bon, c'est une chaîne de caractères. L'utilisateur, donc au niveau de, si vous travaillez avec MySQL, donc c'est le root. Si vous travaillez avec le PostgreSQL, donc l'utilisateur par défaut, donc c'est PostgreS. Comment on peut savoir le nom d'utilisateur? Donc il suffit de revenir vers l'interface d'administration. Et sur le serveur, vous allez cliquer propriété. Et dans la connexion, vous allez trouver que le nom d'utilisateur, c'est PostgreS. Donc c'est l'utilisateur par défaut. Parmi les critères qui permettent de dire qu'on va utiliser tel SGBD et non pas l'autre, c'est que le SGBD, ça peut proposer une interface d'administration et de fonctionnalités d'administration. Par exemple, au lieu de travailler avec le PostgreS en mettant un utilisateur par défaut, donc on peut même ajouter des utilisateurs au niveau du PostgreSQL. On peut même définir des droits d'accès. Par exemple, celui-là, il peut juste lire le contenu de la base, il ne peut pas modifier. Celui-là, il peut supprimer, l'autre, il ne peut pas supprimer. Donc tout ça, on peut le définir au niveau de PostgreSQL. Maintenant, ce qui reste, c'est l'URL. Donc on a dit que toujours lorsque vous allez travailler avec un API ou bien avec un protocole,
il faut toujours dans l'URL commencer par le nom du protocole. Donc là, on travaille avec l'API JDBC. Donc toujours dans l'URL, il faut commencer par JDBC de point. L'information qui devrait venir juste après, c'est le nom du SGBD. Là, on travaille avec PostgreSQL, donc on va écrire PostgreSQL. Si vous travaillez avec MySQL, vous allez écrire MySQL. Si vous travaillez avec Oracle, vous allez écrire Oracle. Et par la suite, donc, on va spécifier l'adresse ou bien le chemin dans lequel le serveur il est hébergé. Supposons que la base de données n'est pas en local, elle est dans une autre machine. Donc là, dans l'URL, il faut spécifier l'adresse IP ou bien le nom du NS du serveur. Donc là, on travaille en local, donc on peut mettre juste un localhost. Par la suite, il faut écrire le port. Donc le port par défaut, c'est 5432 pour le cas de PostgreSQL. Si jamais vous l'avez changé au niveau de l'installation, donc il faut spécifier le port que vous avez changé. Si jamais vous n'avez pas changé le port, on peut ne pas le mettre. Sinon, on peut l'écrire, donc rien ne nous empêche de l'écrire. Si vous travaillez avec un autre SGBD tel que le MySQL, il faut écrire plutôt le 3306 au lieu de 5432. Et la dernière des choses, quelle est l'information qui manque? Là, on est en train de vouloir se connecter à une base. Donc l'information qui manque, c'est... on ne se connecte pas à une table, on se connecte plutôt à une base. Et les tables, on va les manipuler par le code SQL. Donc là, c'est le nom de la base. Donc là, c'est comme si vous êtes connecté à cette interface de pgadmin, mais on ne peut pas se connecter à plusieurs bases à la fois. Donc il faudrait spécifier vers quelle base on souhaite se connecter. Donc là, on va dire qu'on souhaite se connecter à la base test GDBC. Donc pour l'instant, on n'a pas établi la connexion, on a juste défini les trois paramètres. Et donc pour établir la connexion, on va créer un objet de type connection. Et on va solliciter le driver manager. Donc c'est quoi le driver manager? C'est un gestionnaire de driver. Il faut savoir qu'une application peut se connecter à plusieurs sources de données. Donc quel est l'objet qui permet de départager ces différentes connexions? Donc c'est le driver manager, c'est le gestionnaire des pilotes. Il se peut qu'on est en train de charger plusieurs pilotes à la fois dans le même programme. Donc là, le driver manager, c'est lui qui s'occupe d'établir la connexion. Driver manager.getConnection. Et entre parenthèses, on va lui spécifier les trois paramètres. En l'occurrence, c'est l'URL, l'utilisateur et le password. Donc là, il n'a pas reconnu c'est quoi connexion, il n'a pas reconnu c'est quoi driver, alors qu'il a reconnu c'est quoi classe, parce que classe, c'est quelque chose par défaut dans Java, c'est dans java.lang, alors que connection et driver manager, ils font partie plutôt du package GDBC, de l'API GDBC. Donc il faudrait les importer. Donc ils font partie de java.sql. Donc là, il faudrait importer java.sql.connection. Également, il faut importer java.sql.driverManager. Donc là, on peut exécuter. Si jamais il n'y avait rien affiché, ça veut dire qu'il a pu établir la connexion. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'exception. Supposons qu'on s'est trompé au niveau du nom d'URL. Par exemple, on a mis le nom du driver, on a mis le D en minuscule. Donc là, il va déclencher une exception de type class not found exception. Donc c'est quoi l'exception class not found exception? On est en train de charger un fichier .class, mais il n'a pas pu trouver le fichier .class. Donc là, il a fallu mettre le D en majuscule. Supposons cette fois-ci, on va se tromper sur le nom de la base. Là, plutôt, c'est d'autres types d'exceptions. C'est SQL exception. Donc lorsqu'on va exécuter. Donc à chaque fois que vous trouvez SQL exception, ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié au SGBD. Donc pour la première, c'est class not found. C'était une exception qui est liée à Java. On était en train de charger un fichier .class, mais on ne l'a pas trouvé. Alors que pour la deuxième, c'était une erreur au niveau de la base. On peut même se tromper par exemple sur un mot de passe. Donc toujours, il y a une trace. Par exemple là, authentification failed for user, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans l'authentification. Pour le cas précédent, c'était plutôt la base de données n'a pas été retrouvée. C'est-à-dire qu'on a également une information en détail sur l'exception qui a été déclenchée. Donc là, on a pu établir la connexion. Une fois que vous établissez la connexion, c'est comme si vous êtes en train de travailler sur cet élément. Voilà, c'est comme si vous avez ouvert cet élément et vous êtes en train de travailler avec du code. Ça veut dire que si jamais on souhaite insérer une valeur dans la table utilisateur, dans la table étudiant, donc insert into étudiant values, et on peut mettre des valeurs, par exemple le code c'est 1 et le nom c'est Ahmed. Donc ça, on peut le faire du côté du SGBD, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le faire du côté de Java. C'est-à-dire, cette requête, on devrait la prendre et on devrait la remettre du côté de Java. Donc là, on peut exécuter des requêtes, par exemple, d'insertion.
Si vous écrivez directement la requête, même si vous ajoutez un point virgule, il ne va pas le reconnaître parce que le Java ne reconnaît pas c'est quoi le SQL. SQL c'est un langage, Java c'est un autre langage. Et donc là, la solution, il faut prendre la requête SQL, il faudrait l'injecter dans un objet Java. Cet objet, il devrait s'exécuter du côté du SGBD. Donc cet objet qui peut contenir des requêtes, donc c'est ce qu'on appelle les statements. Donc là, on va créer un objet de type statement. Je vais l'appeler requête. Et les statements, il faut toujours les associer à la connexion. Donc c.create statement. Et par la suite, on peut exécuter la requête. Donc execute update. Bon, de même, il faut importer le... Bon, c'est pas Java Beans. Bon, il faudrait toujours vérifier lorsque vous êtes en train d'importer ou bien lorsque vous demandez au Java de vous importer, ou bien plutôt à l'IDE de vous importer les packages, il faut toujours veiller à ce que vous êtes en train d'importer la bonne classe. Parce que par exemple pour connection, on peut la retrouver dans Java SQL, on peut la retrouver dans Java Transaction, Java X.Transaction. Donc ça veut dire qu'il faut toujours vérifier est-ce que vous êtes en train d'importer la bonne classe. Donc là, requête.execute updates. Donc vous allez trouver qu'il y a deux types de méthodes. Généralement, il y a execute updates, il y a execute query. Quand est-ce qu'on utilise execute update? C'est lorsqu'on est en train de mettre à jour le contenu de la base. Donc, lorsqu'on travaille avec la base, on parle généralement de 4 types d'opérations. Il y a le CRUD, il y a le C pour create, le R pour read, le U pour update et le D pour delete. Ça veut dire ça peut être une insertion, une création, ça peut être une lecture, ça peut être une mise à jour, ça peut être une suppression. Donc la lecture, c'est un cas particulier. Pourquoi la lecture, c'est un cas particulier par rapport à l'ajout, la suppression et la modification? C'est que la lecture, il ne va pas modifier le contenu de la base. Il va juste lire le contenu et on est sûr que le contenu de la base, il ne va pas être changé. Alors que pour le cas de l'insertion, la suppression et la mise à jour, là, le contenu de la base, ça peut être modifié. Et donc pour l'insertion, la mise à jour et la suppression, on utilise la méthode execute update. Alors que pour la lecture, on va opter pour la méthode execute query. Donc là, on est en train de vouloir insérer. Donc on va utiliser la méthode execute update. Et la requête SQL, on va la mettre comme paramètre de la méthode execute update. Donc on va reprendre toute cette requête SQL. Bon, on peut ne pas mettre les points virgules. Et la requête, on va la mettre entre double quotes. Donc le Java, il va la manipuler comme étant une chaîne de caractères. Mais le fait de pouvoir l'exécuter en l'associant à une connexion à une base de données distante, donc il saurait qu'on devrait prendre ce code. C'est comme si on va prendre ce code. Et on va le copier sur cette partie et on va l'exécuter. Donc on peut même le vérifier du côté de Java. Donc on va essayer d'exécuter. Bon, il n'y a pas d'exception, ça veut dire que l'exécution s'est bien déroulée. Et donc là, on peut vérifier du côté de la base. On va retourner vers la base. La table étudiant. Donc on va essayer de l'afficher directement depuis l'IDE. Donc là, on retrouve qu'il a affiché comme quoi il y a un élément qui est 7 ajouté. Son code c'est 1, son nom c'est Ahmed. Ce sont les mêmes valeurs qu'on a pu retrouver du côté de la requête, du côté de Java. Si j'essaie de réexécuter, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'il va ajouter un nouveau utilisateur? Si on réexécute, quel devrait être le résultat? Bon, vous étiez là, vous. Vous avez déjà vu ça. Donc on essaie de réinsérer les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui va se produire? Voilà, il y a une contrainte de clé primaire, donc là il y a une exception qui devrait être déclenchée, de type SQL exception, parce que c'est lié toujours au SGBD. Et il y a également comme quoi une valeur d'une clé dupliquée, ça va rompre la contrainte d'unicité de la clé primaire. Et donc là il faudrait changer. Donc, on peut par exemple mettre de échanger de nom. Et donc lorsqu'on va exécuter, il n'y a plus d'erreur, donc on va retourner, on va actualiser. Et là, on va retrouver qu'il a ajouté un deuxième utilisateur. Ça, c'est valable également pour... Bon, valable même pour les requêtes de mise à jour. Donc, la requête qui permet de mettre à jour, donc c'est update. Et pour la suppression, c'est la requête delete. Donc pourquoi c'est valable également pour cela? Ça veut dire que les trois instructions, que ce soit l'insertion, la mise à jour ou bien la suppression, donc ils vont modifier le contenu de la base. Donc là, on va essayer cette fois-ci de exécuter une insertion. Donc là, on va essayer cette fois-ci de récupérer. On va voir quelle est la particularité de la récupération par rapport
à la mise à jour, la suppression et l'insertion. Donc récupérer les valeurs depuis la base de données. La première ligne, c'est la même chose. On va juste créer un statement. Bon, il faut juste modifier le nom. On ne peut pas déclarer deux variables avec le même nom. Et la deuxième particularité, c'est qu'on ne va plus utiliser le execute update, mais plutôt on va utiliser la méthode execute query. Et là, on va essayer de récupérer tout le contenu de la table étudiant from étudiant. Mais bien sûr, le résultat, il faudrait le mettre dans une variable. La variable, je vais l'appeler résultat. Normalement, quel devrait être le type de cette variable qui va contenir le résultat de l'exécution de la sélection? Par exemple, si je reprends cette instruction SQL et je la mets sur le query tool, bon, il faudrait que je lance le query tool, pas propriété plutôt, query tool. Donc, si j'essaie d'écrire cette requête, donc si j'essaie d'exécuter, le résultat auquel on devrait s'attendre, c'est un tableau à deux dimensions. Ce n'est pas une variable, on ne peut pas le mettre dans un entier et dans une chaîne de caractères. C'est plutôt une valeur, bien un tableau à deux dimensions. Donc le tableau à deux dimensions qui permet de manipuler les résultats. Donc c'est ce qu'on appelle le result set. Donc de même, il faudrait importer le result set. On va l'importer manuellement. Import java.sql.result set. Donc là, on a le résultat. Normalement, on devrait retrouver dans le result set, il y a deux lignes de colonnes. Donc pour pouvoir le parcourir, donc le result set, c'est un parcours qui est assez particulier parce que ce n'est pas un parcours comme pour les tableaux, ce n'est pas un parcours bon, c'est itératif, mais ce n'est pas un parcours par indice. On ne va pas travailler avec indice, mais on va travailler avec des références. C'est comme des itérateurs. Donc pour pouvoir se connecter, ou bien pour voir le contenu du result set, donc on travaille avec une simple méthode. La méthode, c'est la méthode next. Donc que fait la méthode next? Donc next, il permet, bon, je vais l'écrire en bas. Donc la méthode next permet de. Donc il y a deux choses que va faire la méthode next. Premièrement, vérifier s'il y a un élément qui reste dans le result. Bon, pas un élément, mais plutôt une ligne. Qui reste dans le result set. Bon, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça permettrait d'avancer vers cette ligne suivante. Maintenant, comment ça va se passer? C'est que lorsque vous exécutez la méthode execute query avec une requête de sélection, c'est comme si le result set il contient ces deux lignes, mais le result set il n'est pas positionné sur la première ligne, ni sur la deuxième, mais plutôt il est positionné sur l'avant-première ligne. Et donc, il faut avancer au moins une fois pour pouvoir exécuter. Et donc là, pour pouvoir récupérer le contenu du result set, donc il suffit de mettre par exemple un affichage. Donc, si on essaie de récupérer la liste des codes qui sont sur le result set, donc on peut mettre résultat.getInt, puisque le code c'est un entier. Et là, soit on va mettre 1, comme quoi c'est la première colonne qu'on cherche à récupérer. Donc, si on essaie d'exécuter, bon, il a fallu mettre en commentaire la requête d'insertion. Donc là, il a affiché 1, 2. C'est quoi les 1, 2? Ce sont les entiers qui font partie de la première colonne. Si on va mettre getInt 2, qu'est-ce qui va se passer? Si on va mettre getInt 2, on lui demande de récupérer la deuxième colonne comme étant un entier et de l'afficher. C'est pas qu'il ne va pas la trouver parce qu'il y a l'indice 2, c'est un code qui est valide, mais le problème c'est au niveau du type. La deuxième colonne, ce n'est pas des entiers, ce sont des chaînes de caractères, c'est les noms. Donc si on essaie d'exécuter, donc là on va retrouver une exception, comme quoi mauvaise valeur pour le type int. Donc là il a pu récupérer le nom qui est Ahmed, mais il n'a pas pu le mettre dans un entier. Donc la solution c'est de le mettre dans un string, donc il faut mettre getString. Et donc si on essaie d'exécuter, donc là il va récupérer les noms qui sont sur la base. Bien sûr on peut également concaténer résultat.getInt, la première colonne. On peut par exemple la concaténer avec 2 points. Donc là, on va récupérer à la fois les codes
séparé par 2 points avec le nom d'utilisateur. Bon, ça c'est pour l'affichage. Bon, peut-être également une chose dont il faudrait parler, ce sont les prepare statements. Donc il y a les statements, il y a les prepare statements. Bon, généralement les statements, même les gens qui ont travaillé par exemple avec PHP, voilà, avec les PDO. Donc pourquoi il est préférable de travailler avec les PDO que de travailler avec les méthodes spécifiques à un SGBD? Bon, pour plusieurs raisons. La première des choses, le PDO c'est orienté objet, c'est indépendant du SGBD. On n'a pas besoin à chaque fois de travailler avec MySQL Connect pour dire qu'on va se connecter avec MySQL. Mais on va travailler avec un code qui est générique, qui ne dépend pas du SGBD. Et la deuxième des choses, c'est les injections SQL. Donc les injections SQL, ça veut dire que si vous travaillez avec une requête, même ici, par exemple, on pouvait... Bon, peut-être qu'il faut... Donc supposons par exemple, on a un login et un password. Par exemple, on a un administrateur avec le code 1, 2, 3, 4. Normalement, si on souhaite vérifier les informations d'authentification, ça veut dire qu'il faudrait exécuter une requête select étoile from, supposons que ça s'appelle user, where login est égal à la valeur qui a été saisie par l'utilisateur, and password est égal à la valeur qui a été saisie par l'utilisateur. Mais il se peut que l'utilisateur, dans le champ de saisie, il va saisir des caractères spéciaux. Ici, par exemple, bon, quel était le symbole pour le commentaire? C'est dièse au niveau d'SQL. C'est dièse ou... Donc, il se peut que dans l'utilisateur, il va mettre une dièse. Dièse, ça veut dire que tout ce qui va venir après, ça devrait être un commentaire. Et donc, c'est comme s'il va ignorer toute la deuxième partie. Donc, ça, c'est valable également au niveau de Java. Si vous travaillez avec les statements, ça ne permet pas de contourner les injections SQL. Mais là, on peut travailler avec ce qu'on appelle les prepare statements. Donc là, ça permet de créer une requête dynamique. Donc la différence, c'est qu'on va travailler avec un objet de type prepare statement. Je vais l'appeler requête dynamique. Est égal à c.prepare statement. Par exemple, si j'essaie d'insérer un utilisateur, donc je vais reprendre la même instruction d'insertion. Sauf que je vais pas spécifier les valeurs, mais je vais mettre des points d'interrogation. Un point virgule à la fin. Bien sûr, il faut également importer le prepare statement. Import java.sql.prepare statement. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc là, je me suis trompé. C'est import java.sql.prepared statement. Bon, il faudrait que je supprime la classe qu'il a ajoutée. La classe prepare statements. Et donc à la fin, c'est le même principe. Là, il faudrait exécuter update. Donc requête dynamique. .execute update. Normalement, le code il est juste, mais sémantiquement, ça n'a pas de sens parce qu'on a une requête qui est dynamique, qui contient des points d'interrogation, mais on n'a pas encore rempli ces points d'interrogation. On ne peut pas exécuter avant de remplir les champs qui sont vides. Donc avant de pouvoir exécuter, il faudrait par exemple modifier le premier point d'interrogation. Donc pour modifier le premier point d'interrogation, donc requête dynamique.set, le premier point d'interrogation, donc on devrait le remplacer par un entier. Donc dans le premier point d'interrogation, on va mettre un code, par exemple 400. La même chose au niveau du deuxième point d'interrogation. Donc le deuxième point d'interrogation, ça devrait être une chaîne de caractères. Donc ça devrait être cette string. Et donc le deuxième point d'interrogation, on devrait le remplacer par une chaîne de caractères. Je vais choisir un nom. Et donc à l'exécution, bon, je vais remettre, comme ça on ne va pas à chaque fois, bon, on peut retourner vers le SGBD.
Donc lorsqu'on va exécuter, donc il n'y a pas d'exception. Et si on va retourner vers le SGBD et on va actualiser, donc là on va trouver qu'il va ajouter la valeur. L'avantage également des prepared statements, c'est que c'est un code qui est dynamique, c'est-à-dire c'est pas la peine d'écrire la requête plusieurs fois. Supposons qu'on veut ajouter plusieurs utilisateurs. Par exemple, je vais ajouter 401 pour un utilisateur et je veux ajouter un autre utilisateur. C'est pas la peine de réécrire le code SQL. Il suffit de remodifier les valeurs. Au lieu du premier point d'interrogation, je vais mettre un autre code. Au lieu du nom, bon, je pouvais ne pas le changer, mais je vais le changer. Et donc, si j'essaie de réexécuter, le code SQL, on l'a écrit une seule fois, alors que sur la base de données, donc on va retrouver les deux valeurs qui ont été insérées, le 401 et le 402. Donc, toujours pour dire qu'on va utiliser les statements ou bien prepare statements, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est une requête qui est dynamique? Est-ce que c'est une requête qui devrait contourner l'injection SQL? Si jamais c'est juste une sélection, par exemple, on cherche juste à sélectionner, mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de where. Il y a juste une sélection à partir d'une table et on va afficher les valeurs. Donc, dans ce cas, ce n'est pas la peine de travailler avec le prepare statement parce que c'est une requête qui n'est pas dynamique, c'est une requête qui est statique, qui ne va pas changer. Alors que si jamais on va insérer, par exemple, avec des valeurs qui vont changer au fur et à mesure, on va récupérer par rapport à un critère, par rapport à un champ. Donc là, puisque c'est une requête dont les valeurs peuvent changer d'un appel à un autre, donc il vaut mieux travailler avec les prepared statements que de travailler avec les statements. Bon, c'est ce qu'on a vu.